Salut les pépettes. Là, je sors d'une petite réunion avec les copains du jardin de Louvain. Bon, c'était la première réunion, donc c'était plus un tour de table on a été un petit peu bordélique au fur et à mesure que les gens se présentaient. Tout le monde réagissait, machin. Donc un peu frustré parce que j'ai pas pu me présenter. Non, je déconne. J'ai pas monopolisé, mais j'ai quand même beaucoup parlé, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que je me suis dit que j'ai jamais fait de présentation où, tout simplement, j'explique qui je suis, d'où je viens et pourquoi je suis comme je suis. Donc, une occasion et pour les copains du Jardin de Louvain et puis pour tous ceux qui ne sont pas sur ce groupe Facebook et qui me connaissent pas plus que ça. Voilà, je vais le faire. Donc, moi, c'est Maxime, enchanté. Et non, mon historique, bon, je le mets un petit peu dans les détails, très grossièrement. Voilà, c'est plus un truc presque commercial pour mon entreprise, mais bon, voilà. Je suis originaire du Nord, je suis né à Fourmies, j'ai grandi à Vigneuil, hein, c'est l'adresse où mes parents habitent toujours depuis que je suis né, un petit peu avant ma naissance même. Je suis le dernier né de quatre enfants, donc deux frères et deux sœurs et un frère, pardon, voilà, la langue qui fourche. Et tout petit, ben voilà, mes parents, ils ont un jardin, un vignoï, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est la Vénois, c'est les bocages, donc des pâtures entourées de haies avec des arbres, etc. Euh, Pâture en conventionnel, hein, les pâtures, on va dire, c'est là où il y a les vaches qui paissent et les moutons, les gallinacés et compagnie. Et puis, au fur et à mesure des années, de quand j'étais tout petit en grandissant, de plus en plus, ceux qui avaient des vaches faisaient pousser du maïs, enfin des plantes de fourragères pour nourrir les bêtes. Et petit à petit, j'ai vu de plus en plus de pâtures devenir des champs, se faire labourer, et avec rotation un peu à la mode jachère et compagnie. Et d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours trouvé ça moche, le labour, de voir la terre à nu. Tu sais, j'avais l'impression que, tu sais, quand tu te fais des brûlures par friction, des trucs comme ça, c'est ce qu'on faisait à la terre. Mais, puis bon, je travaillais un petit peu le jardin. C'était une corvée, on va dire, que, voilà, de désherber. C'était pas un jardin, mes parents faisaient pas trop de potager, c'était plus des rocailles fleuries, les belles haies de tuyas, voilà. Donc un petit peu d'entretien, mais voilà, c'était plus une corvée qu'autre chose à l'époque. Plus tard, je suis monté à la grande ville à mes 18 ans après avoir eu mon bac pour faire des études. Donc j'ai d'abord essayé de faire un doc de maths parce que j'étais pas trop mauvais en maths. Bon, c'était maths appliquées et sciences sociales. Donc tout ce qui était économie, gestion compta, j'ai passé un bac S en spécialité technologie industrielle. Donc pour les plus anciens que moi, c'était l'équivalent du bac E, si je dis pas de bêtises. Et en fait, les sciences sociales, j'y connaissais rien du tout. Tout ce qui était littéraire, histoire, géo, tout ça, j'avais pris ça en grippe toute ma vie. Au niveau scolaire, j'ai toujours le minimum d'efforts parce que voilà, je veux pas spécialement. Voilà, on est dans la Vénois, donc on était dans une famille où, malgré tout, les gens qui sortaient en boîte, etc., autour de chez moi, moi, c'était pas trop autorisé dans ma famille. À l'époque, j'en voulais à mes parents, mais au final, big up la famille. Je regrette pas parce que ça m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui et j'aime la personne que je suis aujourd'hui, donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était frustrant de dire ah, les copains ils sont sortis en boîte, ah, les copains ils ont un scooter, tout ça, et toi t'avais pas tout ça, donc t'avais pas la récompense. Donc, moi, je faisais pas spécialement plus d'efforts que ça, je faisais juste ce qu'il fallait pour pas avoir à redoubler, surtout. Parce que j'aimais pas l'école, donc je voulais pas en faire plus que de raison à l'époque. Puis au final, j'ai poussé les études jusqu'à une maîtrise quand même. Donc, comme tous les profs, surtout les profs de sciences me disaient et pas con, Baudouin, hein, n'est pas con. Hein. Mais qu'est feignasse. Non, j'étais paresseux, mais bon, les mots sont. Fainéant, j'aime bien jouer sur les mots, ça veut dire qu'il ne fait rien. Paresseux, c'est qu'il fait
le minimum d'effort pour que ça marche. Parce que si tu fais rien, à un moment donné, il faut quand même que tu rattrapes le retard des trucs, il y a des trucs à faire. Donc voilà. Donc je faisais le minimum. Voilà, j'étais déjà dans une optique, je savais pas que ça existait, mais du principe de puissance maximum qui consiste, ben, quand tu as un système, voilà, moins tu apportes d'intrants, moins tu apportes d'énergie à ton système et plus tu le rends autonome en économie circulaire, etc., moins tu as d'intrants. En gros, ben, moins tu fais rentrer de choses dans ton jardin, moins tu dois acheter ce que tu fais rentrer. Et, enfin, dans ton jardin, dans ton système, hein, en règle générale. Et plus ce qui en sort, ben, c'est rentable. Si tu ne gagnes que 1 € en ayant rentré zéro, ben, tu multiplies par l'infini, j'ai envie de dire. Hein, pour, voilà, quand ça te coûte zéro, tout ce qui rentre, c'est du pur bénéf. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de frais. Il y a des taxes hein, quand tu es une entreprise, mais voilà, tu vois le concept. Et puis, donc, j'ai fait cette tentative de doc de maths après le bac. Donc, je suis passé de 15 de moyenne en maths au bac à 4 en décembre, à la fin du premier semestre. Parce que bah, la fac, si t'as pas appris à bosser, je confirme, voilà, moi j'avais besoin d'être cadré, j'avais besoin de professeurs qui me forçaient, qui m'obligeaient à faire du boulot, parce que chez moi, voilà, les DM, j'en ai pas rendu beaucoup de toute ma scolarité. Et donc, bah, quand j'ai vu comment je fonçais droit dans le mur, je dis, on va pas continuer sur cette voie. Donc, j'étais parti, j'aimais bien l'informatique, j'ai fait ce qu'on appelle un semestre d'adaptation pour pouvoir l'année d'après rentrer en DUT informatique. Donc là-dessus, j'ai appris un petit peu la codification, venant déjà du milieu dans mon bac technologie industrielle, en fait, c'est mécanique et automatisme, principalement les deux les gros coefficients, en plus des maths et de la science physique. Et ben, dans l'automatisme, il y avait déjà de la programmation, donc j'avais déjà une logique, ce qu'on appelle booléenne, tout ce qui est les zéros et les 1, des contacteurs, des machins, des trucs comme ça. Je dis, bah, l'informatique, j'aimais bien l'ordinateur, j'étais un peu geek hein, à l'époque. J'ai un peu perdu le fil depuis, mais bon, c'est... Pour l'époque, je faisais partie de la catégorie des geeks. C'était pas à la mode hein, à l'époque. C'était pas ce qui faisait vibrer les gens. On passait un petit peu pour des uluberlus. Et ben, c'était un semestre d'adaptation, ça s'appelait SAT, et le T c'était pour tertiaire. Donc, c'était de l'informatique appliquée à la gestion. Ben, j'ai foiré. Là, c'est l'année où j'ai pas été puissance max du tout, j'étais un peu en dessous. Donc ben, l'année d'après, ben, en redoublant à cette époque-là, tu perdais pas forcément tes bourses, mais voilà, quand t'es boursier, la vie est pas forcément simple, et encore une fois paresseux, donc je cherchais pas spécialement à gagner ma vie, à gagner de l'argent en transpirant. Donc j'ai rebondi, suite à une annonce dans le journal, je suis rentré en BTS MAI. MAI, c'est mécanique et automatisme industriel. Ça s'est fait à une école qui s'appelle l'ICAM, Institut catholique des arts et métiers, Safety ICAM. Donc c'était le centre de formation de technologie industrielle de l'ICAM. C'est pas non plus, je suis pas ingénieur, mais quand tu sors de ce BTS là, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on nous le vendait à l'époque, tu te faisais embaucher à la place d'un ingénieur et que tu coûtais moins cher et tu savais en faire autant déjà. Et bah, en faisant ce BTS là, j'ai eu l'impression de repasser mon bac, je me suis baladé, j'ai fourni zéro effort. Sauf pour le projet où là j'ai bossé pas mal puisque c'était fait un projet industriel, un bon gros casse-tête chinois et bah, moi j'ai fait tout ce qui était partie programmation, un petit peu de partie mécanique parce il fallait présenter des choses. Mais vraiment, le gros du boulot, c'était sur la programmation de l'automate. Et le truc tellement complexe que ben, lors de ma soutenance, alors que je connaissais le programme ligne par ligne, je leur ai demandé d'essayer de me coller, dites-moi le numéro de la page, numéro de la ligne, je vous la lis par cœur, quoi. Et je l'ai fait. Mais les mecs étaient tellement sceptiques qu'ils étaient persuadés que c'était le prof qui avait fait le projet, donc ils m'ont mis dans le doute 10. Euh, à l'épreuve écrite, enfin aux deux épreuves écrites, il y en a une où j'ai eu 19, l'autre j'ai eu 20 en automatisme. J'ai un petit peu autiste sur les bords, donc tout ce qui est logique pure, c'est mon dada. Voilà, j'ai ce genre de... Les copains qui me connaissent bien, ils vont faire ce genre de petits trucs. Hop, si je le tiens à l'endroit, c'est mieux. Voilà, vous voyez, tout ce qui est casse-tête, les machins comme ça, je kiffe. Et après ça, donc c'était un BTS qui se faisait en alternance, donc j'ai fait ça en bureau de méthode. Alors tout ce qui est méthode, en fait, c'est tout ce qui est la préparation.
Donc c'était méthode maintenance. Donc tout ce qui était préparation, anticipation, prévention, tout ce qui était même limite prédictif, on anticipait la panne et on réparait avant, on changeait les pièces d'usure avant qu'elles tombent en panne. Comme ça, au moins, tu t'organises, on arrête la production, c'est programmé, on a le stock qu'il faut pour fournir les clients, on organise la production, on fait passer les ordres de travaux pour les personnes qui font les mécaniciens, les électriciens, voilà, il y a plein de corps de métiers différents qui agissaient dans l'agroalimentaire. Pour pas leur faire de pub, c'était chez Le Safre à Marc-en-Barœul. Ma, ma première vraie entreprise, bon, j'avais fait un petit peu de boulot d'animation musicale et centre aéré. Bon, à l'époque, on n'avait pas spécialement besoin d'avoir un diplôme comme le BAFA, on pouvait le faire. Voilà, j'avais mes frères et sœurs qui étaient devant moi, qui avaient leur BAFA et qui étaient animateurs, donc par réseau, on va dire, par pistonnage, j'avais déjà fait un petit peu ce genre de petit boulot d'été. Et en fait, c'était une super bonne école parce que c'était la première boîte agroalimentaire de France à avoir une certification. À l'époque, c'était ISO 9001. Et dans l'agroalimentaire, ça se faisait pas encore trop, tout ce qui était qualité, etc. Et puis, suite à ce BTS-là, j'ai continué à bosser un petit peu dans la maintenance, dans la préparation méthode, dans la qualité, plus ou moins directement. Et je suis devenu papa en même temps que je passais mon BTS. Donc on a eu notre fils aîné avec ma femme, que je connaissais depuis l'école maternelle, je crois qu'on se connaît. Hein. C'est l'avantage des petites villes, des petits villages. Et je suis toujours avec ma femme depuis. Hein. On est sur notre 20e année de mariage déjà. Donc on a fait d'abord les enfants, on en a eu 3. Et ensuite on s'est mariés. Et voilà. Digression, hein, donc on va revenir sur le centre. Hein. Et à un moment donné, les aléas de la vie font que on a dû partir dans le sud parce que voilà, quand tu fais tes études, ma femme aussi faisait ses études en alternance dans la restauration. Et on touchait un pourcentage du SMIC, hein, on était jeunes, on avait moins de 20 ans, enfin tout juste 20 ans. Et à deux, toucher un SMIC ou à deux, toucher 1,2 enfin 1,2 SMIC. Donc ça veut dire 60% du SMIC chacun ou 50% du SMIC chacun la première année. Si c'est pas évident de joindre les deux bouts quand on a un enfant, un loyer, des factures, les couches, la nourriture et tout ça. Donc déjà là, on a commencé à réfléchir autrement au lieu d'acheter la nourriture, les plats cuisinés, parce que c'est vrai qu'on on habitait à Lille, donc c'est les transports en commun, les bus, les horaires bizarres, etc. Il fallait partir tôt, revenir tard, mettre le petit chez la nourrice. Beaucoup de frais. On s'est dit déjà, on va commencer, comme ma femme venait de la restauration et que c'est je crois que c'est la 5e génération de sa famille et travaille dans l'hôtellerie-restauration. On va dire culture culinaire. Enfin, sa maman était traiteur. Enfin voilà, elle savait très très bien faire à manger. Donc, on s'est dit, on va commencer déjà. On habitait du côté d'Oisem. On va faire le marché d'Oisem, acheter nos légumes là-bas et transformer nous-mêmes, faire nos plats cuisinés nous-mêmes. Ça revient déjà beaucoup moins cher. On a un petit peu mieux à rejoindre les deux bouts, mais pas suffisamment pour arriver à payer et les factures et les loyers. Donc, la vie fait ce qu'elle est. À un moment donné, quand tu payes pas tes loyers, ton propriétaire, lui, doit vivre. Je le conçois tout à fait. Hein. Et on s'est fait mettre à la rue, tout simplement. Donc elle était enceinte de notre deuxième enfant à l'époque. Donc on est parti, là on avait une adresse où on pouvait loger, c'est-à-dire à Saint-Auban-Château-Arnoux, dans les Alpes de Haute-Provence, dans le sud de la France, en région PACA. Et donc les grands-parents de ma femme nous ont accueillis pendant un mois. Je faisais des petits boulots, comme j'étais originaire de l'animation, voilà, je donnais des cours de musique, des cours de maths, parce que, voilà, pour des collégiens, des lycéens qui passaient leur brevet ou leur bac, etc. J'avais mis des petites annonces dans les bureaux de tabac, dans les petites supérettes, etc. Avec mon numéro de téléphone. Et j'ai créé du réseau comme ça. Et des gens m'ont dit, ah, tu devrais aller à l'usine. Donc à Saint-Auban, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de France. C'est la fameuse usine de Dominici, l'affaire Dominici, je ne sais pas si ça vous parle. C'est l'usine qui a été créée en 1914 pour fabriquer du dichlore, quoi, donc le gaz moutarde. Et donc j'ai été me présenter à la bonne personne avec le bon CV sur les conseils d'un des parents de mes élèves.
Et pareil, je me suis fait embaucher en bureau de méthode pour justement gérer cette fameuse salle de chlore. Donc ils faisaient d'autres choses à l'époque, hein. C'était une usine à Tofina. Donc chlore, pétrochimie, PVC et compagnie, enfin voilà, tout ce qui était benzène aussi, enfin, beaucoup de produits dangereux, donc une grosse formation. J'avais déjà pas mal de notions chimiques via mon bac, donc quelques formations sécurité en plus, etc., des habilitations électriques, etc., qu'on m'a fait passer. J'ai agrandi ma culture. Bon, la pétrochimie, voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est pas le meilleur milieu du monde, mais bon, je me disais, ou mieux qu'à l'intérieur même du système, on peut le changer, quoi. Bon, j'étais encore un doux rêveur, j'étais jeune. Et au final, j'ai bossé avec les équipes dans une salle qui faisait du chlore par électrolyse. Maintenant, ça se fait plus. C'était la dernière qui existait dans le monde. C'était la manière la plus efficace d'obtenir le meilleur dichlore du monde, le plus pur. C'était une électrolyse qui était faite sur un lit de mercure. Donc, l'électrolyse, c'est une anode, une cathode. Donc, un pôle plus, un pôle moins, on fait passer beaucoup de courant. Donc, dans une grande salle, il fallait pas avoir une aiguille, une montre à aiguille, parce que ça tordait les aiguilles tellement le courant était fort dedans. Tu avais un champ magnétique qui te tordait les aiguilles des montres tellement c'était puissant. Et le mercure, c'est un métal lourd, très dangereux dans le sud de la France. Le mercure, il faut savoir qu'il est volatile à partir de 24 degrés. Il commence à émettre des vapeurs à partir de 24 degrés. Donc on le respire, etc. Voilà, il faut des masques spécifiques assez fins pour pas que les particules passent au travers. Et FFP3, pour ceux que ça parle, hein, c'est comme le FFP2, mais en plus costaud. Et voilà, j'ai bossé pendant un an, donc j'ai bossé avec les équipes, et mon boulot, c'était des équipes, ils étaient plus ou moins lâchés dans la nature, on savait pas trop ce qu'ils faisaient, donc on m'a demandé à moi, mon boulot, c'était de mettre en place une traçabilité c'était en sous-traitance, donc pour pouvoir facturer aux clients à Tofina les heures de travaux faits, justifier, faire créer les modes opératoires, les gammes de travail, etc. Enfin, toute la traçabilité qui n'existait pas, j'ai mis ça en place. Et pour avoir un suivi, j'ai pondu un progiciel, donc c'est comme un logiciel, mais au début, j'ai essayé de faire ça sur Excel pour faire un suivi, mais tellement énorme que ça ramait, donc j'ai appris à utiliser Access. C'est de la programmation informatique en visuel basique que j'ai fait ça principalement, avec quelques requêtes SQL, enfin un truc technique, vous vous en foutez. Et une fois que j'ai pondu mon projet de A à Z, j'étais en intérim, j'étais renouvelé tous les mois. On n'avait pas trop le droit à l'époque de bosser plus de 6 mois en intérim, mais j'ai fait un an, un peu plus d'un an comme ça. Et mois par mois, on renouvelait, on a changé de boîte d'intérim, on a changé l'intitulé du poste, etc. Pour dire que je puisse faire le boulot. Une fois que j'ai fait la présentation et au client et à mon employeur de la chose, que tout était mis en place, que j'avais formé les gens à se servir du logiciel, tout simplement dit merci. Alors que j'attendais mon troisième enfant, je me suis retrouvé au chômage. Donc, ouais, on a eu des périodes où on mange du pain noir, où on mange du pain doré, enfin voilà, des hauts et des bas comme tout le monde dans la vie. Et j'ai continué à bosser, j'ai fait des petits boulots d'électricité dans le bâtiment, etc. Donc j'ai ouvert ma culture, aussi bien aussi de bâtiments neufs, des bureaux, des vieilles maisons qu'on retapait avec des câbles qui étaient isolés avec des tissus presque devenus du papier avec le temps, où les fusibles c'était, tu comptes le nombre de tours de fils qu'il y a et ça te donne l'intensité que tu peux faire passer. Enfin, c'est des très vieux systèmes, hein. Maintenant, c'est même plus des fusibles, c'est des disjoncteurs. Enfin voilà, c'était une très vieille génération d'électricité. Tout remettre à neuf, tout remettre aux normes pour pouvoir louer aux gens en toute sécurité. Donc encore une fois, beaucoup de culture. Et à chaque fois que je travaille avec des gens de tous horizons, même si j'étais pas d'accord avec tous les gens, il y avait des fachos, il y avait des gauchos, il y avait des centristes, il y avait tout horizon politique, tout horizon philosophique, etc. Mais j'ai toujours été, voilà, il n'y a jamais rien qui est tout bon, rien qui est tout noir, donc j'essaie de prendre le meilleur de toutes les personnes, de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Déjà comme ça, déjà dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis un jour, la boîte à Tofina m'a réappelé sur un autre boulot qui était tireur de câble, hein, tout simplement. Je travaillais pour la SPI Trindle à l'époque. Donc c'est une ancienne filiale SPI Batignolles, SPI Trindle, se sont scindés en deux. Entre-temps, ça s'est fait appeler Amexpi quand je me suis fait réembaucher. Et je crois que maintenant ça s'appelle juste la SPI.
Enfin bref, on s'en fout, je suis pas là pour faire de la pub des entreprises. Et bah, sur ce chantier-là, bon, entre-temps, j'avais aussi bossé pour Gaz de France en méthode. J'avais pondu un logiciel de suivi des équipements sous pression pour mettre en place un service d'inspection interne, pour se passer des DRIR et Veritas, etc. Il fallait justifier le fait que voilà, on surveillait bien le gaz, c'est des trucs un peu dangereux. Une station de stockage dans des cavités salines dans la montagne, donc à Manosque où ça cramait assez souvent quand même, hein, sur la montagne. Donc il fallait une sécurité super renforcée, etc. Donc mettre en place un truc bien carré. Donc, pareil, j'ai pondu des logiciels de suivi, des logiciels de suivi d'appel parce que je devais contacter les fournisseurs pour avoir toutes les références des matériaux de sécurité de ce qu'ils avaient produit pour pouvoir assurer la maintenance. Et tous ces logiciels-là, bah, comme je les ai sur les ordinateurs et sur mes heures de travail, bah, j'ai jamais touché aucun droit. Et voilà, c'est des trucs qui tournent ou qui ont tourné en tout cas sur toute la France et chez Gaz de France à l'époque. Et bah, voilà, j'ai pondu pas mal de petits trucs qui ont eu leur impact. Ça c'est dans la permaculture. Des petites choses qui, dans le temps, vont grossir et s'entretenir tout seul. Et bah, voilà, j'ai fait ma petite empreinte, on va dire, dans le monde industriel. Et bah, pareil, mission d'intérim, une fois que c'est fini, bah, on n'a plus besoin de toi, c'est la vie, c'est les choses. Où j'étais blasé, hein. La première fois ça pique, hein, c'est comme tout. Après ça passe tout seul. Et bah, quittant toujours, autant que faire se peut les gens, je suis quelqu'un d'ouvert, comme vous voyez, je suis ouvert à la critique, etc. Je suis pas, j'essaye de pas trop me braquer en règle générale, enfin, je ne sais même pas un effort, c'est ma nature. Et ben, mon ancien employeur qui m'aimait bien quand même, bah, quand j'ai vu une annonce qui recherchait des électriciens, j'ai postulé, j'ai été réembauché et pas de peau, en montant sur un échafaudage, j'ai mon ménisque du genou droit qui a pété. Donc en accident de travail. En intérim, j'ai accepté un poste aménagé pour refaire un petit peu d'entretien justement parce que ben, il y avait des évolutions sur le logiciel que j'avais pondu, donc j'ai un peu nettoyé les erreurs qui avaient été faites sur les saisies, j'ai reformé un peu les gens, j'ai créé ce qu'on appelle du pokayoke en japonais, c'est des anti-erreurs pour éviter les erreurs de saisie, créer des doublons, des trucs comme ça qui peuvent faire rentrer en conflit les données. Donc, une petite mise à jour tout simplement de mon bébé. Et bah, une fois la période de ma mission d'intérim terminée, ils n'ont pas renouvelé, parce qu'un accident de travail ça coûte cher quand même à un patron. Bon, je l'ai regretté un petit peu parce que je me suis dit, ouais, si j'avais pas pris le poste aménagé, j'aurais pu continuer et tirer, profiter. Bon, c'est pas ma nature. Et bah, j'ai dit, quitte à être un accident de travail, donc j'étais quand même soigné, hein, mais j'étais plus payé. Mais quitte à profiter de ça et à toucher du chômage, ben, Pôle emploi propose de financer des formations. J'ai toujours bossé dans la qualité. J'ai un BTS. Je vais essayer d'évoluer. Donc je visais au début, j'ai voulu retourner à l'ICAM pour devenir ingénieur. Et puis bah, ça s'est pas fait malgré les lettres de recommandation de mes anciens professeurs, etc. Bon, bah, c'est tout. C'est des grandes écoles. Si t'as pas un grand nom, si t'as pas. Voilà. Il y a des boursiers qui rentrent, mais c'est loin d'être la majorité dans les grandes écoles. Vous pouvez comprendre pourquoi. Je pense que j'ai déjà exprimé plusieurs fois sur ce que je pense du système scolaire en France. Bon, si jamais je referai une autre digression, s'il y a des demandes en commentaire, n'hésitez pas. Pouce bleu, abonné, il y a un Tipeee, enfin un Utip qui existe. Voilà, ça, il paraît que ça se fait sur YouTube. Bon, j'attends pas spécialement après. Pour l'instant, j'ai touché 0 € et voilà, je n'attends pas après. Voilà. Si ça tombe, c'est tant mieux. C'est voilà, c'est le chapeau de l'artiste. Ceux qui veulent me payer un café tous les mois, c'est bienvenu, mais bon, voilà, je suis assez grand pour me payer mon café tout seul, tout va bien. Parlons de ça. Se réhydrater, c'est bien. Et donc bah, j'ai trouvé une petite formation, ça s'appelait MSQ, donc c'est maîtrise des systèmes qualité. Donc c'est une maîtrise des systèmes qualité. Donc c'est système qualité, c'est tout ce qui est norme ISO 9000. Mais il y a aussi ISO 14001, c'était tout ce qui concerne le développement durable. 18001, c'était tout ce qui. Donc c'est version 2000, hein, ça a dû changer depuis, je ne me suis pas mis à jour.
18001, c'était tout ce qui était anciennement le MAS, donc tout ce qui était sécurité. Donc la qualité, l'hygiène, l'environnement, la sécurité des personnes, la sécurité alimentaire, etc. En gros, c'est toujours le même texte qui est pondu, mais ben, au lieu de mettre management du système de la qualité, on mettait management du système développement durable, management du système de développement durable. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, ils savent ce que j'en pense aussi aujourd'hui. De la sécurité, enfin voilà, tout ce qui était truc. Niveau hygiène, j'avais déjà une bonne connaissance, vu que j'avais déjà bossé pas mal en agroalimentaire. J'ai eu quelques formations HACCP, Hazard Analytic Critical Control Point. C'est de l'anglais, hein. Ça veut dire en gros hygiène et protection des consommateurs, sécurité alimentaire. Et, bah, analyse, donc Hazard Analytic Critical Control Point, ça veut dire analyse. Donc hazard, c'est en anglais, c'est tout ce qui est possibilité des germes. Et contrôle des points critiques, c'est les endroits, tu sais, les petits coins où les germes peuvent se développer qu'on voit pas forcément, mais qu'il faut y penser quand même à nettoyer et voilà, mettre en place des systèmes, planifier le nettoyage, planifier l'entretien, la maintenance. Un boulot comme un autre, il n'y a pas de saut métier. Et très important au niveau de la sécurité, hein. On a vu ce qui s'est passé chez Findus, chez Buitoni ou je ne sais trop quelle autre grande marque alimentaire. Que, bah ouais, des fois c'est. J'ai envie de dire, plus. Aujourd'hui, en plus de ça, je ne connais plus pas grand monde qui bosse dans ce pourquoi ils ont fait leurs études. Bon, je vois ma femme qui a fait des études en hôtellerie-restauration. Elle est une des rares dans son restaurant à avoir des diplômes de la restauration. C'est des étudiants qui viennent faire des petits jobs, etc. Puis ben, qui restent dans la boîte, qui évoluent plus ou pas, qui restent serveurs, qui restent cuistots. Moi-même, j'ai aucune formation en restauration et j'ai beaucoup eu à travailler dans des restaurants, que ce soit plutôt au début, j'étais plutôt serveur, je faisais beaucoup de banquets, un petit peu des petites hôtelleries, des petits trucs comme ça en service, service en salle, service en chambre. Et puis les choses en amenant une autre, comme j'ai travaillé d'abord chez Le Safre, donc les levures. Après, j'ai travaillé aussi pour les grands moulins de Paris donc, quand on était à Manosque. J'ai déménagé plus tard sur Avignon. Ma femme s'est fait embaucher là-bas. On était tous les deux au chômage. C'était le premier qui trouve un boulot, là, que le suis. Donc, pour pas faire de la pub, mais c'est une enseigne que à l'époque j'aimais bien. Ça a un peu évolué. Ça s'est fait racheter. Ça, voilà. Bon, il y a pas 20 ans, mais il y a une quinzaine d'années. C'était les Trois Brasseurs. Et ma femme est toujours aux Trois Brasseurs depuis, hein. C'est une carriériste. Elle est adjointe de direction dans son restaurant. Et bah, moi, à cette époque-là, j'ai pris pareil tout ce qui venait. J'ai travaillé pour la Dispam, donc je travaillais dans la logistique. Donc je faisais tout ce qui était préparation de commandes en poissonnerie, donc chambre froide négative, jus de poisson et compagnie en horaire de nuit. Enfin, c'est pas le meilleur job que j'ai fait, hein. C'était pas la meilleure boîte non plus, mais j'ai appris des choses, toujours. Toute chose malheur est bon. Et plus tard, je suis rentré en laboratoire, donc technicien de laboratoire qualité. Donc là, c'est plus la qualité au sens traçabilité, c'est vraiment qualité produit. Et bah, j'étais à la fois au four et au moulin dans les grands moulins de Paris, c'est-à-dire que j'ai un four où je faisais des tests de panification, j'avais un autre four où je faisais cramer la farine le plus possible pour voir ce qu'on appelle les taux de cendre. Donc quand vous voyez type 45, type 55, type 105, c'est ce taux de cendre-là, ça correspond à ça. Donc tu fais cramer, tu regardes les matières qui ne sont pas brûlées. En gros, ce que ton corps ne pourra pas digérer, qui va finir dans tes selles, hein, aux toilettes. Et voilà, j'ai toujours été un petit peu. Ça a été le corps de métier où l'agroalimentaire, c'est vraiment le fil conducteur. J'ai fait plein de métiers entre temps, mais voilà. Le truc qui est revenu le plus souvent, c'est le métier de bouche. J'ai, à l'époque aussi, quand on habitait encore à Lille, juste avant qu'on déménage, j'étais vendeur en boulangerie. Donc, bah, je suis toujours resté plus ou moins dans la boulange. Donc, et puis, bah, habitant Manosque, capitale française de la pizza aussi pendant une période, je me suis dit, bah, c'est pas déconnant d'être pizzaiolo parce que c'était un truc que je pouvais en manger à tous les repas quand j'étais en boulangerie. C'est ce que je mangeais tous les jours. Les sandwichs, une fois de temps en temps, non, vraiment c'était pizza, tous les repas que je pouvais prendre. Jamais été dégoûté de ce truc-là, quoi.
autant d'autres aliments que j'aime. Si j'en mange tous les jours, ça me sature. La pizza, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, non. Donc bah, je suis tombé sur une annonce quelques années plus tard. C'est mon dernier employeur, hein, qui recrutait, qui ouvrait son restaurant. Donc il avait fait des campagnes de recrutement. Donc tu pars en formation pendant 2 mois pour apprendre le métier en cuisine. Moi, je voulais absolument plus la pizza, mais bon, quand tu fais la formation, on va dire sur les 2 mois, j'ai fait 3 quarts du temps en pizza. Et le quart restant, j'ai alterné entre les plats chauds, les desserts et un tout petit peu la planche, parce que pour dire que je connais l'hygiène, etc. Donc, c'était pas déconnant au niveau nettoyage. Malgré les préjugés sur le métier de plongeur, c'est un métier à part entière. Et bon, j'en avais déjà une connaissance, hein. C'était pas la première fois que j'étais plongeur, mais c'est des trucs, si t'es pas rigoureux. Enfin, il faut pas juste mettre la vaisselle dans la machine à laver. La machine à laver, elle est là pour tuer les bactéries, mais si t'enlèves pas la crasse avant, des fois le jet d'eau suffit à enlever la crasse, mais sur une poêle cramée, non. Et donc faut quand même nettoyer un peu à la main avant de mettre dans la machine. Bon, bref, je passe les détails des différents métiers, hein, c'est libre à vous de les découvrir si ça vous veut, mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés où, en général, les plongeurs, malheureusement, justifiés ou pas, c'est souvent des gens qui sont handicapés. On m'a souvent insulté de cotorep. Bon, c'est vrai que je suis un peu autiste, j'aurais pu me faire valoir peut-être handicapé, j'en sais rien. J'ai jamais essayé, ça m'a jamais intéressé de vivre au crochet d'une pension ou tout ça. J'ai toujours voulu être autonome. Même quand j'étais étudiant, que j'étais dans la galère, j'ai jamais voulu demander de l'aide à mes parents. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis retrouvé à la rue, etc. Fierté mal placée, sans doute, mais voilà, j'ai toujours été comme ça. Et une fois ma formation terminée, j'ai confirme que j'ai pas tiré une seule pizza dans le restaurant dans lequel j'étais embauché, parce que j'étais le seul qui avait fait la formation plonge et qui avait des notions d'hygiène. Et je confirme que les jours où j'étais en repos, il y avait un autre plongeur, les jours où les services où j'étais de repos, il y avait un autre plongeur qui était là, et il bossait pas pareil que moi, on va dire, hein. Enfin, il y en a eu un principalement, mais bon, il n'a pas été le seul. Avant qu'il soit embauché, il y en a eu d'autres, et après qu'il soit parti, il y en a eu d'autres aussi. Et je dois confirmer que niveau ménage, quand je reprenais un service après un qui soit pas le mien, j'avais bizarrement plus de ménage à faire, de nettoyage dans ces fameuses zones de points critiques. Des choses qu'on voit pas, voilà. Voilà, c'est tout. À partir du moment où j'ai pas de jugement, c'est ce que j'étais parti pour dire. À partir du moment où les gens n'ont pas la formation, il y a des choses qui se devinent pas systématiquement. Donc voilà, c'est tout. Formation, une fois que tes habitudes elles sont rentrées, voilà, c'est pas grave, ça c'est des choses qui arrivent. Et un petit peu saturé au bout de 3 ans, c'est le boulot que j'ai gardé le plus longtemps. Malgré toutes les métiers spécifiques que j'ai pu faire, etc., c'est le boulot le plus pourri, c'est le point de vue subjectif, que j'ai fait dans la boîte avec le patron le plus pourri, point de vue subjectif. Ouais, si, voilà, on va éviter la diffamation. Mais c'est que malgré tout ça, le boulot le plus pourri et le plus long que j'ai gardé. 3 ans, 3 ans. C'est mon record. Je suis parti sur un burn-out, enfin une dépression. Je suis resté 8 mois en arrêt maladie sur ça. Et j'ai fini par démissionner. J'ai cassé mon arrêt de travail. Enfin, voilà, même au niveau paperasse, j'hésite encore. Alors, j'ai gardé une traçabilité parce qu'il faisait. Dès le premier jour, j'avais vu que c'était un petit peu pas très très honnête et pas très carré. Et il était hors la loi sur énormément de choses et j'ai gardé des traces de tout. Donc, patron, si tu me regardes, t'as une épée de Damoclès qui s'appelle Prud'homme que le jour où je veux, encore une fois, c'est pas dans mon objectif, j'ai pas envie de. Pour moi, si je te faisais un Prud'homme, tu vois, ce serait de l'argent sale. Et si je pourrais me payer une ferme, la ferme de mes rêves avec le terrain pour faire mon GE9, mon Earthship, ma maison à moi-même comme je la rêve. J'en reviendrai à peut-être une autre vidéo plus tard pour expliquer ce que c'est. Si je veux, je claque des doigts, tu me la payes.
le patron. Hein, voilà. C'est encore une fois, c'est pas dans mon objectif de vie. Ce serait pour moi de l'argent qui philosophiquement serait sale et j'ai pas envie d'avoir cette trace-là. Donc je préfère me débrouiller puis continuer de vivre petitement. Aujourd'hui, petitement, j'ai quand même une ferme qui fait 2000 m², c'est pas une grosse ferme, c'est une micro-ferme, c'est pas une industrie, enfin voilà, c'est une ferme pour moi. Hein, si je vends un petit peu, je partage et je vends un petit peu le surplus. En fait, je partage, c'est-à-dire que quand j'ai des trucs en trop, par exemple j'ai ma boîte d'œufs, 30 œufs, quand j'ai ma boîte qui est pleine et que j'ai plus de place pour mettre des nouveaux œufs, ben, je me débarrasse des œufs, je les donne volontiers à mon voisin, à ma famille, etc. Si tu viens vers moi en me disant est-ce que tu aurais des œufs, est-ce que tu aurais des trucs, tu développes une demande, donc si tu es en attente de moi de quelque chose, je trouve ça plus logique que là tu me payes. Alors, ma philosophie, c'est je prends les prix du bio, parce que ça ressemble méchamment à du bio ce que je fais chez moi, même si c'est pas labellisé, et je fais moins cher que le bio de la grande surface. Comme ça, tu vas, je préfère que tu me donnes des sous à moi, plutôt que tu ailles entretenir des grandes surfaces qui vont te vendre du bio, mais qui vont te vendre aussi, qui vont entretenir du pas bio, de l'industriel, pourri, etc. Donc pour en revenir sur les problèmes je reviens de ma digression. Plus tu as de gens qui ne sont pas dans un domaine spécifique, qui n'ont pas l'information, qui s'en foutent des fois, que c'est du travail alimentaire, comme on dit, hein, pour gagner sa croûte, arriver à joindre les deux bouts. Bah, si tu n'as pas des gens qui sont impliqués dans le métier, qui s'en foutent, que les choses leur passent par-dessus, bah, il ne faut pas s'étonner à un moment donné d'avoir des lasagnes de bœuf avec de la viande de cheval. Ou d'avoir des problèmes d'hygiène, des bactéries, des gens qui sortent des toilettes qui ne se lavent pas les mains et qui vont aller toucher la nourriture qui va finir emballée dans les grandes surfaces. Les bactéries vont bien se développer sur les produits alimentaires et après tu entends parler de retour de produits parce que intoxication. Enfin voilà, c'est malheureusement le niveau, la mondialisation qui veut ça. On produit, on exporte, on stocke, et ben, pendant les transports, pendant le stockage, pendant la mise en rayon et tout ça, les bactéries se développent. Et si la chaîne du froid n'est pas respectée, si les produits sont surgelés, qui sont décongelés, resurgelés, etc., c'est pas bon, c'est pas sain niveau santé, hein, sanitaire. Donc, pas étonnant que la pandémie qu'on vient de subir, etc., tout ça, c'est la mondialisation. Et ayant une vision systémique, parce que, encore une fois, mon métier, c'est analyse des systèmes qualité. Voilà, je suis autiste, encore une fois. Un peu le mec, pour ceux qui ont connu la série Prison Break, moi, je vois une roue de voiture. Quand je vois la roue de voiture, je vois tout le mécanisme qu'il y a derrière jusqu'au volant, le moteur, le réservoir. Voilà, une vision globale des choses. Bon. Des gens, on a plus ou moins des dons, plus ou moins des tares. Hein. Pour moi, on est tous égaux si on met tout à plat. Mais on brille plus sur certains angles et on est plus sombre sous d'autres. Hein. Pour moi, je suis anarchiste. Il n'y en a pas un, il y en a pas un qu'on fait tous caca par le même trou, on fait tous pipi, bon, qu'on soit garçon ou fille, c'est pas tout à fait le même mode, mais voilà, hein, on a deux bras, deux jambes, à part ceux qui ont eu des accidents ou qui sont nés avec des malformations, on est tous à peu près foutus pareil. Et même les personnes handicapées, c'est pas parce que physiquement ça marche pas que là-dedans ça compense pas, justement, on s'adapte. C'est le fort du vivant, c'est que on s'adapte à son milieu ou on ne survit pas et c'est Darwin. Hein, si tu t'adaptes pas, tu meurs. Donc tous ceux qui sont morts, désolé pour eux et leur entourage. Pour ceux qui ne se sont pas adaptés, mes condoléances même pour leur entourage. Et moi-même, hein, j'ai déjà du haut de mon grand âge, malheureusement enterré déjà beaucoup de personnes. Alors pas forcément des inadaptés, hein, tout simplement des personnes âgées, des personnes malades. Enfin voilà, on n'est pas tous égaux devant la génétique, on n'est pas tous égaux devant la culture. Je suis anarchiste, mais j'ai bien conscience que voilà, le monde n'est pas égalitaire ni équitable. Hein. C'est deux mots différents, comme fainéant et paresseux, c'est assez proche, mais il y a des nuances. Et voilà quoi. Donc, quand
Déjà, alors, je reviens sur mon historique, parce que à la base, c'est pas ma vision sur la mondialisation que je suis venu partager, c'est ma présentation. Déjà, quand on habitait à Lille, on avait un petit bout de terrain où on faisait pousser, voilà, pour le plaisir, quelques tomates. Il y avait un pied de vigne qui était déjà implanté dans la cour. J'habitais en rez-de-chaussée. C'était une maison sur plusieurs étages, donc moi j'avais rez-de-chaussée, premier étage. Dans le couloir d'entrée, il y avait des étudiants qui habitaient aux étages supérieurs. Bon, c'est pareil, je ne l'avais pas précisé, mais il faut savoir que l'eau qui pompait, c'était sur mon compteur d'eau, donc d'où les factures que j'ai eu des problèmes à payer. Ayant un enfant, j'ai préféré mettre l'argent dans mes factures plutôt que dans le loyer, parce que le propriétaire était pas très honnête. Il m'avait à la signature du bail, il m'avait dit oui, il y a des décompteurs, donc tu retoucheras, tu payes la facture d'eau, mais tu retoucheras. J'ai jamais retouché, puis bon, en fait, c'était écrit nulle part. Bon, voilà, on était jeunes et innocents, et on s'est un petit peu fait avoir. Le juge a donné raison parce que, bah, en effet, si je voulais bloquer les loyers, il aurait fallu que je passe par un huissier, que je paye les loyers à l'huissier bloqué, que lui puisse, le propriétaire puisse les retoucher une fois qu'il s'était mis aux normes. C'est comme ça qu'il faut faire pour les gens qui ne savent pas. Voilà. Apprenez de mes, apprenez de mes erreurs, je partage ça aussi. Et donc déjà à l'époque, bah, je cultivais, c'était plus pour le plaisir. Là, c'était plus une corvée. J'avais déjà plus ou moins appris à faire pousser des plantes à l'école et puis à ma maison, hein, chez mes parents. Mais là, c'était devenu bah, un petit peu un besoin, une nécessité. Et puis c'est devenu très vite un plaisir. Quand on habitait dans le sud, on était en appartement sur les balcons, que ce soit à Manosque ou à Sorgues, ben, dans les jardinières, on arrivait très bien à faire pousser des courgettes, des tomates, des poivrons, des aubergines. Voilà, c'était la région idéale pour faire pousser tout ça. On est remonté dans le nord, donc suite à une mutation de ma femme dans son entreprise. J'étais à l'époque que je bossais pour. Allez, on va encore faire de la pub. Pour Flunch. J'étais employé polyvalent, donc un petit peu de la plonge. La place principale, par contre, là, c'était le. J'étais au plat cuisiné. Donc, bah, en gros, mon boulot consistait. Ah, 2 secondes, il y a ma femme qui parle. Non, je n'ai pas eu ton message. D'accord, je regarde ça. Je mets en pause. À très vite. Voilà, voilà. Désolé pour cette interruption. Donc, je viens de revoir où j'en étais arrêté parce que j'ai un petit peu de paperasse à faire. Madame qui m'a rappelé à l'ordre que, bah, ouais, hein, il y a de l'exercice comptable à faire quand on a une entreprise. Et c'est un peu ma patronne, un peu ma secrétaire. Enfin, c'est une secrétaire qui me fait bosser. Et j'en étais à dire que j'étais à Flunch et que mon plat principal, enfin mon poste principal, alors j'étais employé polyvalent, donc un peu de plonge, un peu de nettoyage de la salle, un petit peu de cuisine, un petit peu de grill, un petit peu de galette, mais le poste que j'occupais le plus, c'était donc les plats cuisinés. Donc quand tu vas chercher ton quart de poulet, ton jambon en sauce ou divers couscous et plats de moules divers et variés. Et un peu aussi le réappro des légumes, réapprovisionnement du stand de légumes à volonté. Et bah, le job consistait en gros, t'as des gens, ils viennent de se taper la queue. Alors, c'était sur Avignon, la zone au nord d'Avignon. Et bah, pour ceux qui connaissent, c'est, je crois, le plus grand supermarché d'une certaine marque, que là, j'ai pas envie de dire leur nom, parce que c'est le temple de la médiocrité pour moi, la grande distribution. Alors les gens, surtout en période de fête ou de solde et tout ça, ils viennent de se taper 1 heure de queue aux caisses du magasin. Donc c'est pour ça que d'ailleurs ils viennent manger dans ce restaurant-là, c'est parce que tu t'es rincé, lessivé d'avoir fait tes courses, t'as pas envie de faire à manger. Ils viennent de se taper la queue devant le self-service pour les entrées et les desserts. Ils se tapent la queue à la caisse du restaurant pour payer et passer leur commande. Et après, une fois qu'ils ont leur petit ticket, bah, maintenant je crois qu'ils ont mis en place des trucs, des beepers, je sais pas s'ils ont gardé ce système-là, mais pendant un moment ils ont fait ça, c'est sûr, pour dire que quand ton plat est prêt, tu n'as plus qu'à venir le chercher. Mais à l'époque, tu avais juste un ticket et tu devais faire la queue encore une fois devant ton plat ou devant ta grillade ou devant ta galette pour avoir ce que tu voulais, ou devant le stand d'enfant. Je faisais les deux souvent. Dès qu'il y avait un enfant qui faisait la queue, je quittais mon poste pour y aller, etc. Donc, ce qui agrandissait la queue devant mon poste principal. Donc moi, ce que j'aimais bien faire, c'était que bah, les gens, enfin, moi je sais que j'ai horreur de faire la queue, et j'ai tendance à prendre mon cas pour une généralité, mais c'est vrai que les gens, quand ils arrivaient devant moi, qui me tendaient leur ticket, ils étaient stressés.
Donc moi, mon but du jeu, c'est que les gens ils repartent avec le sourire et avec un plat qui soit chaud et prêt à manger. Faire de la qualité, la vraie qualité, on va dire, quelque chose qui fait plaisir malgré. C'est pas forcément des mauvais produits, attention, hein, des fois c'est un peu fade, mais ça dépend de qui est en cuisine, qui pense aux assaisonnements, à mettre des herbes, etc. Oui, je fume une cigarette, c'est pas bien, c'est pas un bon exemple, ne le suivez pas, hein, c'est une erreur de jeunesse et je le paye encore aujourd'hui. J'ai j'ai de la chance, je touche du singe, je touche du bois arrondi, je n'ai qu'une bronchite chronique qui m'embête depuis deux-trois hivers seulement, depuis plus de 30 ans que je. Enfin, j'ai fêté le 30e anniversaire de ma première cigarette. Donc voilà, ça revient sur le sujet. Et ben, sur ce poste-là, pendant que ma femme s'était fait muter, moi j'étais encore une fois en accident de travail assez violent. J'ai la clavicule qui est cassée à cause d'une tumeur bénigne. Mais n'empêche, là, c'était affaibli. En portant une caisse de verre, là, ça a pas supporté le poids. Et clink, ça a claqué. Ça fait mal. La clavicule, ça fait mal. On peut pas plâtrer la clavicule. Donc ça a été long à guérir. Et ma femme s'est fait muter sur cette période-là. Donc j'ai essayé de me faire. Enfin, comme j'étais en accident de travail, là, j'ai pas, y a pas de poste aménagé possible du tout. Et ben, je l'ai suivi sur sa mutation. Et ben, j'avais essayé de me faire muter moi-même une fois que je commençais à aller mieux pour pouvoir reprendre un travail. Mais malheureusement, du côté de Valenciennes où on est arrivé. Euh, donc on a déménagé d'abord avant d'arriver ici sur Marly. On avait un petit terrain, une petite maison dans une cité HLM avec 50 mètres carrés de terrain comme j'avais à l'époque à Lille. Là, on a fait un petit peu plus de jardin. Pour la première fois, j'avais pris des poules à moi. Trois poules. Alors, 3, c'est un mauvais chiffre, hein. Il y en a toujours deux contre une. C'est comme avec les gens, c'est pas forcément le top, le chiffre 3. Même si je suis né le 3 octobre, c'est pas forcément. Pour ce qui est de vivant, c'est souvent du 2 contre 1. Il y en a toujours un qui se retrouve harcelé parce que les deux autres font le nombre et la force, et le plus faible, bah, il y avait une poule qui était partie en couvade et elle sortait plus jamais du poulailler, elle restait bon, elle couvait tout simplement dès qu'il y avait des œufs, fallait la déranger si on voulait en ramasser. Comme j'avais pas de coque, ça servait à rien de la laisser couver, j'aurais jamais eu de poussin. Enfin bref. Et ben, du coup, bah, pareil, j'ai voulu reprendre le travail parce que ben, j'ai pas, toujours pas envie de vivre au crochet de la société, j'ai pas envie d'être dépendant de quoi que ce soit. Avec la cigarette, j'en ai profité, j'ai retiré un nouveau café que j'ai réchauffé. Voilà, je confirme, le café réchauffé, ça le rend pas meilleur, mais c'est toujours moins nocif que de mon point de vue, hein. Je ne juge pas les gens qui ne supportent pas. Je pense à un de mes amis qui lui, pas de micro-ondes, hein, voilà. C'est pas un jugement de valeur, il a le droit d'avoir ses certitudes, croyances ou pas, je ne sais pas. Moi-même je pense avoir mon savoir, lui il pense avoir le sien. On diverge. Encore une fois, c'est toujours le même ami, hein, c'est souvent le même ami qui revient sur le tapis. On a beaucoup de différences, mais justement ça nous rend complémentaires, c'est ça qui est bien, ça ne nous empêche pas de nous aimer beaucoup. Et digression toujours, hein. Donc je reviens sur mon sujet. Donc ben, je passe par médecine du travail pour voilà, examens divers et variés, encore IRM, radio, etc. pour voir que ben, en effet ça se consolide, la tumeur est là. La tâche est toujours là, mais là c'est refait. Bon, ben, on m'a fait porter un petit peu du poids pour tester, etc. Ok, re-apte au boulot. Et ben, on a remis le couvert. J'ai bossé pour une société ben, du côté de Valenciennes. Il y a pas mal de sidérurgie. Et bon, j'ai fait différents boulots. Là, j'habite à Caroupe, c'est à côté de Honin, là où il y a l'usine, la fameuse usine Toyota, qui fait les Toyota Yaris. Encore une fois, aucun placement de produit, hein. J'ai travaillé pour eux en qualité produit sur la chaîne, hein. Tac time, tu as 60 secondes pour faire tes contrôles par voiture et ça circule et tu dois faire tous tes contrôles, etc. Bon, j'ai été embauché, je pense, après c'est encore une fois une interprétation personnelle pour remplacer une personne qui était en accident de travail. Donc on m'avait fait miroiter un CDD d'un an en formation, où je touchais un salaire normal, et avec une période d'essai d'un mois. Et bah, bizarrement, la personne
qui était parti en accident de travail juste la semaine avant que je sois embauché. Au bout de 3 semaines, est revenu à son poste et on m'a clairement fait comprendre que j'étais un gros teubé. Bon, j'ai ma petite fierté encore une fois peut-être mal placée, mais je ne pense pas. J'étais tout simplement novice et oui, je fais des erreurs. Je ne, je ne conteste pas ça, mais je pense que le manager a, parce que moi-même on m'a déjà souvent conseillé de faire ce genre de manipulation-là pour justifier de l'embauche et justifier du licenciement à moins cher, à moindre coût que de l'intérim, etc. Enfin, c'est des choses qui se font dans le monde industriel. Donc j'ai été remercié sur mon mois d'essai, comme quoi juste après le retour, donc si j'avais vraiment pas fait l'affaire, en général c'est dès la première semaine, tu le vois. Donc on m'a ressorti justement comme justificatif les erreurs que j'avais fait la première semaine. Donc pour Toyota, il faut savoir, avant de te faire embaucher, tu rentres dans ce qu'on appelle le pool, hein. Le pool, c'est un vivier, hein, comme swimming pool, c'est la piscine, poisson. On garde les poissons en vivier et quand on en a besoin, on en pêche un et on le met sur la ligne. Et pour rentrer dans ce vivier-là, j'avais suivi la formation qualité, donc tu apprends à aiguiser tes sens. Parce que, tu peux pas te permettre de prendre un pied à coulisse pour vérifier les écarts sur les portes, sur les joints, etc. Ça prend trop de temps, donc il faut faire confiance à tes sens, il faut les aiguiser, il faut les calibrer assez régulièrement. Chose que j'ai fait, pendant la formation, je sais plus si j'étais le meilleur ou celui qui s'en sortait le mieux, mais en tout cas, on faisait souvent appel à moi pour valider les, les essais avant de le présenter aux formateurs, les collègues avec qui j'étais en formation. Apparemment, ils avaient assez confiance en mes sens, parce que bon, c'est vrai que j'ai toujours eu plus ou moins le compas dans l'œil. Donc, c'était très bizarrement, j'étais l'un des meilleurs sur la formation et sur le terrain, moi, je ne marche plus. Bon, bref, on revient à nos moutons. Donc, à cette période-là où je suis embauché chez Toyota, c'est là où j'ai déménagé de Marly à Carouble. Donc, je suis passé de 50 mètres carrés à ce petit terrain de 2000 mètres carrés. Donc, c'est pas le même job. Et à Marly, je labourais encore. Alors, encore une fois, je suis contre le labour, mais c'était un labour où derrière, je remettais un paillage par-dessus, hein, que ce soit les tontes d'herbe. Enfin, j'ai jamais aimé voir la boue, salir les chaussures, devoir faire du ménage à la maison en plus, ou devoir changer de chaussures. Enfin, c'est de la gymnastique. Voilà, je suis toujours paresseux. On se refait pas. Et voilà, je suis arrivé ici, et puis encore une fois, boulot alimentaire à droite à gauche, jusqu'à ce fameux job que j'ai tenu 3 ans. Mon petit burn-out, ma grosse dépression plutôt. Alors j'ai très 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 vite. Alors j'en parlais à mon médecin, hein, j'étais suivi tous les mois par mon médecin qui. Enfin, c'était pas mon médecin traitant, j'ai pris mon médecin traitant à l'époque, c'était Doctolib. À partir du moment où j'étais en arrêt, j'ai pris le premier médecin qui était disponible pour pouvoir justifier ta 48 heures, hein, pour être dans les clous. Donc, le premier médecin qui était disponible, c'était pas forcément. Déjà dans mon village, ils prenaient pas de nouveaux clients. C'était plus des patients, c'était bien des clients. Et mon médecin traitant qui est au village d'à côté, il n'avait pas de rendez-vous disponible à temps et en heure, donc je suis allé dans le village de l'autre côté. Et ce médecin-là m'a suivi tous les mois et m'a bien accompagné, mais voilà, je suis pas fan de prendre trop de médicaments. Encore une fois, je cherche l'autonomisation le plus possible. Et c'était des trucs, ouais, c'était lourd, hein. Enfin, c'est des cachets, tu dois en prendre un quart tellement ils sont costauds. Ouais, donc il y avait antidépresseur et un anti-anxiolytique ou un anxiolytique, je sais jamais comment on dit. Bref, le premier mois, en fait, c'est vrai que ça te permet justement de couper, de foutre de tout et de lâcher un peu prise. Mais voilà, 2000 mètres carrés, donc c'est là que j'ai décidé complètement d'arrêter le labour. J'avais déjà découvert les chaînes de Damien Descartes. À l'époque, je suivais un gars que j'ai arrêté de suivre parce que au fur et à mesure de ses vidéos, je le trouvais de moins en moins honnête et j'ai commencé à avoir un peu de la filouterie. C'était Baba Bear. C'est encore une fois un avis personnel, hein, mais c'est vrai qu'il a quand même partagé pas mal de trucs qui me servent encore aujourd'hui dans ma philosophie. Donc, encore une fois, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, hein.
Après, bon, Damien Descartes, à l'époque, il était encore dans le Var, là, il est déménagé dans le Gers, mais bon, c'est pas le même climat que moi, donc il y a des choses qui sont bonnes à prendre et des choses qui ne sont pas valables chez moi. Il n'y a pas de recette unique, hein. J'ai envie de dire, même mon voisin, s'il fait, oui, qui ne fait pas de la permaculture, qui tient son potager un petit peu plus traditionnel, même s'il faisait de la permaculture, il n'a pas les mêmes nappes d'argile que moi, il n'a pas le même sol, il n'a pas les mêmes arbres qui ont poussé, les mêmes feuilles. Donc, voilà. D'un voisin à l'autre, même si je peux pas prendre ma recette et l'appliquer chez lui, il faut adapter le truc. Donc, ben, ouais, 2000 mètres carrés, c'était du labour à la bêche hein, que je faisais, donc hors de question de continuer comme ça. J'avais appris de mes erreurs. Et puis bah, c'est vrai que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure par rapport au plongeur, une fois que tu as une habitude qui est installée, bah, passer de labourer au non-agir total, j'ai pas su faire, hein. Donc entre-temps, je suis passé par l'étape grelinette. En fait, ce que je faisais avec ma grelinette, c'était du labour. Un peu moins violent parce que je coupais pas les vers en deux, avec des griffes, je soulevais la terre quand même, mais ouais, je retournais, je m'en servais pas bien de la grelinette. Et ben, sur le parcours YouTube divers et variés, je suis tombé sur la chaîne Vers de Terre Production, qui est pas mal du tout dans le partage, tout ce qui est culture sur sol vivant, on va dire, agriculture sur sol vivant. Il y a des bons professeurs, bon, il y en a qui pratiquent la biodynamie. Pour ceux qui connaissent pas, je vous renvoie vers ma vidéo sur la culture avec la lune. C'est pas. La première année où je suis arrivé, c'est là où j'ai fait mes tests justement avec la Lune. Pas spécialement biodynamie, mais au moins la culture avec la Lune. Vu que j'avais un grand terrain de jeu, justement, j'ai pu m'amuser. Et c'est là que, bah, en fait, ça marche, hein, mais pas mieux que sans. Donc, j'ai envie de dire, si j'avais fait un test avec et sans jouer de la guitare sur le machin, ça fait la même différence. Quoique, apparemment, j'ai pas encore testé ça, mais il y a potentiellement les musiques, les vibrations. Bah, je sais par exemple la vibration du vol du bourdon rentre en harmonie avec la forme de la fleur de la tomate. C'est ce qui ouvre la fleur de la tomate qui permet sa pollinisation. C'est le vol du bourdon. Les abeilles peuvent polliniser, mais tant que la tomate n'est pas ouverte, soit par le temps, soit par la sécheresse, enfin les changements d'hydrométrie ou le vol du bourdon, il y a des trucs vibratoires après, enfin des ondes sonores qui peuvent rentrer en harmonie avec la mécanique. Hein. Une guitare, si elle a une forme comme ça, c'est parce qu'avec telle essence de bois, c'est parce que ça rentre en harmonie et ça permet justement d'avoir tel son. Ce qui fait que ben, une guitare ne sonne pas pareil qu'un banjo ou qu'un violon. C'est entre autres la caisse de résonance qui fait ça. Donc il y a des choses, des vibrations mécaniques, physiques, même au niveau quantique, ça doit jouer. Hein, le sens de l'odorat, le sens olfactif, ça fonctionne plus comme l'ouïe, en fait, c'est des vibrations. Qu'on a des capteurs qui vibrent selon les molécules, qui vont vibrer différemment, qui vont envoyer une information électrique au cerveau. Voilà. Donc, faut pas jeter dès qu'on entend le mot vibratoire, ça veut pas forcément dire médecine quantique, enfin truc bullshit. Alors j'ai très vite un petit mot là-dessus. Médecine parallèle, c'est-à-dire tu prends un traitement conventionnel et en parallèle, ben, j'ai parlé d'un truc que je connais parce que malheureusement je connais des gens comme beaucoup hein, qui ont un cancer. Je crois qu'il n'y a pas une personne aujourd'hui qui connaît pas quelqu'un qui suit ou qui a suivi une chimiothérapie ou des rayons ou des trucs comme ça. Donc suivre le traitement originel et en parallèle prendre une médecine douce, alternative, enfin, pas alternative justement, une médecine parallèle, pseudo-médecine, pseudo-scientifique, si ça fait du bien, bah, j'ai envie de dire, fumer de la CBD ou des trucs comme ça, a priori, ça c'est pas vraiment de la pseudomédecine. Apparemment, ça c'est assez reconnu comme bah, ça détend, CBD ou herbe récréative, hein, ça contient aussi ces molécules-là. Il y a du THC en plus qui fait, c'est la cigarette qui fait rire. Mais voilà, ça c'est pas encore tout à fait non plus j'allais dire la naturothérapie, mais non, c'est l'herboristerie, voilà, consommation d'herbes, de plantes. Médecine parallèle, si ça fait du bien, voilà, que ça fait pas de mal, même la lithothérapie, des trucs comme ça, encore une fois, j'y crois pas, mais moi-même je ressens des choses, mais est-ce que c'est pas des biais cognitifs?
Je suis sensible à l'homéopathie, à tout ce qui est... l'effet placebo marche très bien sur moi du moment que j'ai un support. J'en ai conscience. Je pourrais peut-être passer à l'étape suivante en me disant, bah, force ton cerveau à croire que tu as avalé des petites gélules de sucre qui vont te faire aller mieux. Ça marche sur moi. Tout le monde n'y est pas sensible, voilà, bon, médecine ouais, parallèle. À mettre en opposition justement avec le lapsus que j'ai fait tout à l'heure, avec les médecines alternatives. C'est-à-dire, ne prends pas ton traitement contre le cancer, prends ça, c'est le poison, c'est le traitement. Oui, le traitement contre le cancer est un poison, ça tue les cellules, les bonnes et les mauvaises. Le but du jeu, c'est de tuer les mauvaises. Si tu tues pas les mauvaises, le cancer te tue. Donc, médecine alternative, là par contre, je suis assez tolérant en règle générale sur tous les trucs qui sont ouais, bullshit, un peu de la connerie, comme je dis. Moi-même, j'y suis très sensible. Je manipule le pendule, ce genre de conneries, là, ça marche pour moi. C'est l'impression que j'en ai plutôt. Voilà, c'est encore une fois sûrement, sans doute un biais cognitif, mais pour moi, ça marche. À partir du moment où là, tu te mets en danger parce que tu arrêtes un traitement, quand même, les médecins, ils savent ce qu'ils font. Des fois, ils te vendent un petit peu des médicaments parce que, en effet, l'industrie pharmaceutique fait un peu des pressions. Tiens, je te paye des vacances, je te paye des machins, je te paye des trucs si tu vends bien mon médicament. Oui, ça existe, mais ça n'empêche pas que le médecin, lui, il a des années d'études qui sont basées sur des recherches scientifiques, appuyées statistiquement sur des grandes masses de population, donc plus efficace qu'un effet placebo. C'est que ça marche vraiment. Si c'est On sait aujourd'hui, aucun scientifique n'est foutu de te dire comment le paracétamol t'enlève la douleur. Mais on sait que statistiquement, c'est beaucoup plus efficace qu'un placebo. J'ai envie de dire 10 fois plus efficace. J'ai pas les chiffres en tête, mais pour un ordre d'idée, que ben en effet, quand tu prends de l'homéopathie, c'est pas plus efficace qu'un placebo, mais le placebo c'est plus efficace que rien du tout. Voilà. On revient sur le sujet qui est moi. Hein, j'aime pas. Pour ça que je suis long, j'arrive pas à synthétiser, je suis pas à l'aise à parler de moi. À me mettre en avant, c'est pas une habitude. Un peu plus depuis que, ben, grâce à mon entreprise, je me suis mis un peu sur les réseaux, à faire des vidéos. Ben, maintenant, voilà, je suis décontracté, je suis à l'aise, alors qu'au début, j'avais un gros stress hein, de rien que d'entendre le son de ma voix. Maintenant, ça y est, j'y suis habitué, ça va mieux. J'ai appris à stabiliser ma caméra. Là, je l'ai posé sur. C'est pas vraiment un pied de caméra, c'est un support d'un ancien téléphone qui me permettait à la fois de charger les batteries et de poser le téléphone dessus. Même si c'est pas le même téléphone, j'adapte et j'ai mis des cartons pliés, des trucs pour que ça tienne à peu près droit. Vous connaissez tous les secrets de la technique de puissance max vidéo, en vidéo. Voilà. Donc je suis arrivé ici, j'ai fait mes petites expériences à droite à gauche, j'en ai tiré mes conclusions pour moi, qui sont valables pour moi, chez moi, avec mes méthodes. Au début, j'achetais beaucoup de graines, puis bah, je semais comme j'en avais l'habitude dans le sud, vers mars-avril, à peu près je commençais rien avant mars-avril, vraiment, ou un petit peu des salades, des petits trucs comme ça. Puis bah, je me rendais compte que bah, les tomates, elles étaient pas super grandes au mois de mai, au moment où il fallait planter. Donc, en plus des graines que j'avais fait, qu'en gros j'avais perdu un petit peu d'argent, un petit peu, beaucoup de temps, parce qu'en plus je continuais de travailler hein, à l'époque, quand je suis arrivé ici. Bah, je rachetais des pieds de tomates, et puis ben, beaucoup moins, parce que là ça coûte beaucoup plus cher d'acheter un pied que d'acheter un sachet de graines. Le sachet de graines coûte aussi beaucoup plus cher que de faire ses graines soi-même, forcément quand ça devient gratuit. Encore une fois, hein, principe de puissance max, si tu fais rentrer des graines, bah, tu dois les payer. Si tu fais rentrer des plantes, tu dois les payer encore plus cher. Si tu fais tes graines toi-même, ça coûte zéro. Donc si tu revends une tomate sur toute l'année, c'est 100% de bénéfice. Bon, je n'ai pas souvenir d'avoir vendu à une personne une tomate. Hein. Et si cette tomate, tu la transformes en sauce, bah déjà le pot de sauce, bon, ça te coûte un petit peu d'énergie, un petit peu d'entrant pour cuire, pour stériliser, etc. Tu dois payer ou la bouteille ou le bocal, les joints, les bouchons qui vont bien. C'est un petit peu d'intrant, donc un petit peu de sortie. Mais le prix de vente, bah, encore une fois, je m'aligne sur les tarifs des grandes surfaces, un petit peu en dessous toujours.
bah forcément, le bénéfice, l'écart entre le chiffre d'affaires et les charges, ça s'appelle le bénéfice, est beaucoup plus grand que juste vendre directement la tomate. Et pareil encore, si tu prends cette sauce tomate et que tu la transformes en pizza, que tu vends des pizzas, ce que j'ai pas encore fait chez moi parce que j'ai pas de four à pizza, bah, tu, tu dois cuire la pizza, tu dois rapporter d'autres éléments, tu dois acheter du... Je produis pas de blé 2000 m², faut pas déconner, je suis pas autonome en graines, mes poules j'achète encore. Ce que je disais d'ailleurs dans la réunion qu'on a eue tout à l'heure, hein, je suis pas autonome à 100%, loin de là. Donc mes graines, je les achète. C'est vendu dans des sacs, des fois des sacs plastiques, des fois des sacs papier, des fois des sacs plastiques hermétiques, des fois des sacs plastiques micro poreux. Bah, ces sacs-là, je les jette pas, je les réutilise, ben, comme on disait, pour ramasser la paille dans les champs. Une fois que les fermiers ont fait leur ballot, etc., ils en laissent surtout sur les bords des champs. Dans le champ, j'y rentre pas trop parce que bah, même si c'est ouvert, le glanage, etc., je pratiquais pas mal le glanage. Depuis la Covid, moins, parce que beaucoup de gens s'y sont mis, donc c'est pas évident. C'est la cueillette des champignons aussi. Hein, enfin, beaucoup de gens se sont, et c'est très très bien, se sont mis à faire les choses par eux-mêmes. Enfin, c'est très très bien. Non, parce que justement, dans la forêt, justement, il y a plus un champignon. Il y a tellement, enfin, les gens, ils dormaient dans leur voiture la veille du jour où ils voulaient faire leur cueillette pour être sûr d'être les premiers sur le spot, quoi. C'est pas tout à fait perma du côté partage, hein. Bon, c'est tout. Les gens découvrent un truc, on tire la couverture vers soi, c'est très très humain, très occidental en tout cas, ça c'est sûr. Bon, bah, c'est tout. Cette année, j'ai pas rentré de champignons à part ceux qui ont su pousser dans mon terrain naturellement. J'ai quelques rosés des prés qui sont sortis, pas non plus la folie. J'ai quelques pleurotes, quelques. J'ai plus le nom des champignons en tête. Principe, c'est pas les noms qui, encore en tant qu'autiste, c'est pas les noms des choses ou des gens qui comptent, c'est qu'est-ce que ça fait. Les gens, bah tiens, lui c'est son métier, ou je le connais parce que c'est comme ça. En plus, la plupart des gens que je connais, bah, soit je les connais depuis longtemps, donc là, les prénoms, j'ai pas de souci à les souvenir, mais c'est vrai que quand j'entrais dans une entreprise, plus il y avait de gens à connaître et plus je mettais de temps à me souvenir des prénoms. Voilà, je suis pas physionomiste, encore une fois. Il y a des trucs qui marchent bien là-dedans et d'autres qui marchent moins bien dans ma tête. C'est pas que je m'en fous des gens, c'est pas que je m'en fous des noms. C'est bah, mon cerveau, je l'ai pas programmé pour que ça fonctionne bien comme là-dessus. C'est tout, hein. On est comme on est. Je vais pas dire on se refait pas parce que si justement moi-même j'ai beaucoup changé. Avant j'étais très en colère et depuis que je suis ici, que j'ai changé cette philosophie, permaculture, etc. Surtout depuis que j'ai quitté mon job et que je me suis mis à mon compte, même si c'est une toute petite entreprise, hein. Justement, je viens de faire mon bilan annuel. Je suis pas dans le CAC 40. Mais je m'en fous, c'est pas ça que je cherche encore une fois. Moi, c'est ce qui est important pour moi, c'est ma liberté, mon temps. C'est ma richesse. C'est pas l'argent, c'est le temps. Je fais pas de chiffres, mais j'ai beaucoup moins de frais, donc l'un dans l'autre, je m'y retrouve. C'est comme ça que je vis aujourd'hui. Mais voilà, je pense que pour le tour du personnage, je pense que vous avez plus ou moins compris à qui vous avez affaire. Au niveau de la culture, que ce soit au jardin, bah aujourd'hui, de plus en plus, je suis sur une culture sans sol vivant. De moins en moins, je suis sur des tas de compost. Je dis pas que j'en fais plus. Entre autres, je me suis formé à être maître composteur. Ça, je suis passé vite fait autodidacte, hein. C'est-à-dire que c'est par les vidéos YouTube, par des forums, par des bouquins, par des formations que je me suis payé, mais voilà, non diplômantes, hein. Mais j'ai tellement acquéri une culture que bah voilà, je sais faire à peu près toutes les sortes de compost possibles. Soit le compost de 18 jours qu'il faut arroser, retourner, suivre les courbes de température, la vie bactérienne. Enfin, voilà, j'ai une bonne culture physique, chimique et biologique malgré tout, même si j'ai pas fait de bio, j'ai arrêté en seconde. J'ai mon cadet qui est en licence de biologie et ouais, de remettre le nez là-dedans, ça, ping, il y a des trucs, puis pas mal aussi YouTube, encore une fois, vers de terre production, très très bonne école, même si encore une fois tout n'est pas bon à prendre. Voilà, vous faites le tri pour vous, vous faites votre philosophie, ne copiez pas la mienne. Encore une fois, si vous copiez, mais il n'y a pas de recette. Soyez vous-même, soyez des individus.
On n'est pas des arbres, on n'est pas des colonies clonables. Un arbre, c'est pas un individu. Un arbre, tu lui coupes une branche, tu la replantes, ça refait un autre arbre. Une branche qui pousse sur un arbre, en fait, c'est déjà un autre arbre. Moi, je me coupe un bras, je le mets dans la terre ou dans je ne sais trop quelle solution, ça fera pas un deuxième moi. Faire du clonage, ça existe, mais bon, le clonage animal, ça donne pas des résultats super géniaux en général encore aujourd'hui. Donc voilà, nous ne sommes pas des colonies clonables, nous sommes des individus. Je partage volontiers ma philosophie, je suis ouvert avec beaucoup de philosophie des autres. Sauf à partir du moment où, en effet, ça consiste à arnaquer, à faire du mal aux gens, même si c'est pas le but de faire du mal aux gens, mais de se faire du fric, en s'en foutant. Ça, là, je dois avouer que ça coince un peu chez moi, j'aime pas. Là-dessus, c'est peut-être le seul point où je pourrais être virulent, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Je reste très ouvert d'esprit, mais si tu vas dans une optique mondialiste, donc le profit personnel, hein, 1% qui possède au moins 50% de toutes les richesses mondiales, c'est pas bon. Enfin, de mon point de vue, c'est pas bon. Les mecs qui vendent des pierres, des pyramides géodésiques, machin truc, bullshit, en disant surtout, ou la naturothérapie, surtout arrêtez vos traitements Big Pharma, machin complotisme. Encore une fois, j'ai des amis qui sont voilà, dans ce monde de là, des amis et leur famille, et puis qui font partie de groupes qui sont un petit peu voilà, ils font pas de mal. Ils t'interdisent pas, ils vont pas te dire va pas te faire vacciner, etc. Moi-même, je suis vacciné, ils ont pas de jugement sur moi. Eux-mêmes ne se font pas vacciner parce qu'ils ont peur, je pense, ils n'ont pas la formation, ou du moins les informations qui vont. Après, c'est pareil, quoi. Quand t'es dans un milieu, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les chambres à écho. Si tout le monde dans ton réseau, avec les algorithmes des réseaux sociaux, ben, moi j'ai cassé l'algorithme parce que YouTube, j'ai d'abord créé ma chaîne, c'était pour apprendre la menuiserie. Parce que ben voilà, j'aime bien le travailler avec des outils à main, etc. Au début, YouTube me proposait que des vidéos de woodworker, de menuisier, d'ateliers du bois, des trucs comme ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser au jardin, ben, YouTube me présentait une vidéo sur deux en moyenne, un petit peu du jardin, un petit peu des menuiseries, puis j'ai rajouté de la philosophie, j'ai rajouté de l'économie, chose que je prenais en grippe. La philosophie, tout ce qui est matière littéraire, je déteste ça. J'ai de la linguistique, des linguisticae, linguistiqué, je sais pas comment il le prononce, monté. Il a fait une vidéo là-dessus, j'ai déjà. Pardon, s'il me regarde, je pense pas, j'ai une toute petite chaîne. Mais voilà, il explique comment la différence entre la linguistique et les études des langues. Enfin, voilà. Allez voir sa chaîne si vous êtes curieux. J'ai rajouté donc, je disais, la philosophie. Je suis passionné par les étoiles, donc astronogeek, etc. Tout ce qui est astrophysique, ben, j'ai fini par tomber sur un bonhomme, en plus avec ma sensibilité écolo, aspirant végétarien. Il y a monsieur Aurélien Barraud qui a les cheveux encore plus longs que les miens, qui a plein de babioles autour de ses machins. Très bobo. Alors souvent, je suis assimilé à une image bourgeois bohème, hein, bobo. Alors j'accepte l'appellation bourgeois au niveau de la culture, pas au niveau du porte-monnaie, mais je dois avouer que j'ai eu une éducation bourgeoise, oui. Même si on n'avait pas, encore une fois, mes parents, ils avaient des cercles d'amis, des patrons, on va dire des grands patrons à l'échelle régionale, on va dire, de l'Avesnois, dans leur cercle d'amis, des politiciens, etc. J'ai eu cette culture-là. On n'a jamais eu le portefeuille qui allait avec, hein, mais ma maman était commerçante, elle a été nourrice agréée, elle a fait des ventes par réunion privée, VRP, donc que ce soit pour des boîtes en plastique, des cosmétiques, ouais, des petits travaux d'appoint, des trucs qu'elle aimait bien. Toujours que des produits en lesquels elle a eu confiance, qu'elle a testé, que valider le truc, hein, pas des machins Wera qui entretiennent encore une fois des sectes. Que ce soit la secte Moon, que ce soit l'anthroposophie, que ce soit la scientologie, tout ça, là-dessus, elle a toujours été. Même elle, c'est elle qui m'a fait utiliser mon premier pendule, elle tirait les tarots, etc. Plus pour jouer, mais c'est vrai que on sent, on voit des choses. J'ai moi-même fait, pour m'amuser, tirer des cartes à une amie parlant d'une personne que je ne connaissais pas du tout, de sa vie passée.
Et j'ai eu des images, j'ai dit ce que je voyais bêtement, et apparemment j'étais tombé juste quasiment à chaque fois. Pas 100%, mais plutôt du 90%. J'ai pas fait de traçabilité, c'est peut-être un ressenti, un biais cognitif encore une fois. Mais ouais, il y a des trucs bizarres. La science n'explique pas tout, et elle est la première à le reconnaître, hein. Il n'y a pas consensus sur toutes les études scientifiques qui sont faites. Il y a des trucs, ben voilà, ce qu'on a mis en lumière, au moins, on est à peu près sûr. J'ai envie de dire, à l'époque de Newton, on savait que ça marchait comme ça, jusqu'à ce que Einstein remette tout en question, et puis ben, on a changé le paradigme. Et c'est ça qui est bien avec la science, c'est pas un acquis. Le savoir, c'est quelque chose qui peut bouger. La croyance, putain, c'est ancré en toi. Tu l'as- Tous les arguments, même les plus scientifiques, les plus bien argumentés par des exemples ou des contre-exemples qui te cassent le truc, quand tu as une croyance, en général, tu restes dans ta croyance. La science, il suffit d'un seul contre-exemple qui démontre que ta théorie est fausse. On efface tout le tableau et on reprend toutes les planches depuis le début. Ça s'appelle se remettre en question, évoluer. Voilà. Ben, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je travaille avec des gens, on a des visions différentes du monde. Il y a des critiques, plus ou moins constructives, qui sont faites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec les gens avec qui je communique ou que je travaille. Voilà. Je prends toute critique comme un point possible d'évolution. C'est-à-dire, bon, des fois, si l'argument est un peu bancal, etc., ben, j'ai pas y prêté beaucoup s'il n'y a pas d'exemple pour concrétiser le truc, ben, je vais le prendre pour ce que c'est. Je vais le mettre un petit point dans ma tête de côté, mais voilà. Si par contre tu as un argument qui dit là tu as un gros défaut, ben, je vais pas le prendre mal. Souvent, c'est ça quand moi-même j'ai du mal à mettre les formes. Je travaille là-dessus. Mais quand on pointe un défaut d'une personne, c'est pas pour lui dire ah t'es mauvais. Non, 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 non. Non. C'est t'as ce point. En fait, le mot, c'est la langue française qui est foutue comme ça aussi, on est très négative. Quand je mets le doigt sur quelque chose qui pourrait être amélioré, ou qui pourrait te foutre des bâtons dans les roues dans ta vie, c'est pas le but du jeu, c'est pas de te montrer du doigt, dire que t'es quelqu'un de mauvais. Non, c'est juste. Encore une fois, on n'est pas mauvais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, et voilà, pour moi dans ma tête, on est tous au même niveau. Mais si on peut se tirer vers le haut mutuellement, punaise, pour rester poli, moi je prends. Moi personnellement, ça m'enrichit. Aucune critique, même un troll me fait dire, bah, dans ma façon d'exprimer la chose, en effet, j'ai laissé la faille pour lui laisser me troller. Donc, bah, je vais réfléchir à présenter les choses autrement pour bah, éviter, bah, surtout sur les trucs quand on tape là, avec une intonation, avec des trucs comme ça, on peut encore plus transmettre si c'est Dieu, si je fais une blague ou pas. Tu vois, quand je parlais de la Lune, j'avais fait juste un texte écrit. Il y a des gens qui l'ont pris pas beaucoup. Encore une fois, j'étais super agréablement surpris. C'était moi-même un troll que j'avais fait par rapport justement aux gens qui ont des croyances et je m'attendais à me prendre ce qu'on s'appelle une shitstorm, une tempête de merde. Passez-moi l'expression. Et en fait, non, bon, il y a eu trois avis, trois, quatre avis négatifs et un vraiment virulent. Sur, je sais pas, 5000 réactions et 10 000 vues, je crois. J'ai plus les statistiques en tête, mais voilà, pour un ordre d'idée. Franchement, la communauté, apparemment, top. En tout cas, les cercles des groupes auxquels je partage, les modérateurs et les responsables de groupe, vous faites un boulot génial. Je, je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ouais, des fois, il y en a qui sont avec leurs convictions. Bah là, la dernière vidéo que j'ai fait sur la semi, il y en a quelques-uns. Mais non, c'est trop tôt. Bah, peut-être pour ta méthode à toi, pour chez toi. Moi, j'ai de quoi ralentir la croissance une fois que les plantes sont sorties. Là, j'attends. Il y a quelques plantes qui sont germées au bout de 3 jours. En fait, je regardais, c'était pas les tomates et les aubergines, c'est les œillets que j'ai mis entre les lignes. Désolé. Voilà, je me remets en question et j'avoue mes erreurs aussi, hein. Ça, faut savoir. Je pensais que c'était les cotylédons de tomates, aubergines et poivrons qui sortaient. Ce sont les œillets qui sont sortis au bout de 3 jours. Et, la réunion qui a eu lieu juste avant que je tourne ça, je l'ai constaté là pendant la coupure où j'étais avec ma femme, que en effet c'était pas les.
Les conditions sont optimum, mais c'est vrai que 3 jours, ça me paraissait moi-même assez impressionnant que ça lève aussi vite, hein. Tomates, poivrons, aubergines. Surtout les poivrons, aubergines. Tomates, ouais, en une semaine, ça peut lever. Poivrons, aubergines, la dernière fois que j'ai fait, ça a presque pris 3 semaines, un mois avant de lever. Donc là, je me suis dit, oh, ouais, j'ai vraiment puissance max, puissance max. Non. Et désolé, je me suis trompé, j'ai pas partagé des erreurs erronées. Si j'y pense, je mettrai un petit nota dans. Bah, de toute façon, ça va être oublié, ça va pas être. Je vais pas repartager dans tous les groupes, j'ai juste, si j'y pense, faire un petit correctif en dessous de mes photos que j'ai partagées. Mais voilà, c'est une philosophie que j'ai, c'est comme ça que je fonctionne. Très tête en l'air. Pendant 35 ans, j'ai pas eu d'odorat, il a fallu que je me fasse arracher une dent, que ça a fait claque dans mon nez pour découvrir la première odeur que j'ai souvenir d'avoir senti. Je pense que j'ai dû perdre l'odorat vers 1 ou 2 ans suite à. Je me suis tombé sur une bouteille d'anisette et j'ai bu directement la bouteille, je pense, quand j'étais tout bébé. Et je pense que j'ai dû me cramer les sinus à cette époque-là ou me bloquer quelque chose dans les sinus à cette époque-là. Le fait de me faire arracher la dent, ça a dû. Ben, une nerf maxillofacial qui passe par l'œil et le système ORL. J'ai entendu un claquement dans le nez quand c'est passé. La première odeur du monde que j'ai souvenir d'avoir senti, c'est chez le dentiste. Et à cette époque-là, j'accompagnais mon cadet qui est danseur en musique, je faisais des percussions. Donc la première semaine, ça a été odeur de dentiste, transpiration humaine. Et à l'époque, je bossais en usine, que je dise pas de bêtises, est-ce que c'était ouais, c'était dans l'industrie sidérurgique, donc tout ce qui est huile minérale et des trucs comme ça. J'ai pas travaillé longtemps à ce truc-là, mais je crois que j'ai dû bosser 15 jours, juste avant d'arriver chez Toyota. J'y ai travaillé 15 jours, j'ai mouché noir pendant un mois. Enfin, noir. Il y avait des. Ouais, c'est pas un milieu sain. Mais c'est des boîtes tellement anciennes, se mettent. Bah, d'ailleurs, il y en a beaucoup confirmés depuis, qui se sont fait racheter qu'on a revendu aux États-Unis, merci monsieur notre président. Euh, Tellement compliqué à remettre aux normes de sécurité. Il y a encore enfin, il y a eu trop. Un seul, c'est un de trop d'accidents. Niveau mise en normes de sécurité, etc., c'est tellement vieux, c'est tellement installé depuis longtemps que c'est presque impossible à faire que de mettre en place. Puis encore une fois, les habitudes ancrées, va faire porter un masque anti-poussière à des gens qui, ça fait plusieurs décennies qui bossent dans cette boîte-là. Très, très, très compliqué. Ben, la nature humaine occidentale, en tout cas pour ce que j'en connais, est assez réfractaire au changement, à l'évolution. Malheureusement, tout le monde n'a pas ma philosophie. J'aimerais bien, ou pas, parce qu'on serait tous des clones et on s'ennuierait peut-être. Justement, ça nous empêcherait de nous enrichir et d'évoluer. Ou pas. Je sais pas. On n'est pas dans ce monde parallèle où on a tous ma philosophie. Donc je ne saurais jamais si j'aimerais ou pas. Je peux avoir que des idées, des a priori. Enfin voilà. Puis bah là, je crois que j'ai fait le tour du bonhomme un petit peu. C'est encore failli être court là, je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai jamais fait. Il faudra que j'apprenne à synthétiser, ça c'est un défaut dont j'ai bien clairement conscience. Je travaille dessus, mais encore une fois, c'est pas ma nature. J'ai tendance à vouloir rentrer dans les détails parce que le monde n'est pas noir ou blanc. Ça, c'est un truc. La polarisation des réseaux sociaux, apparemment Twitter, surtout quand t'as pas beaucoup de place pour t'exprimer. Non seulement t'as pas l'intonation quand tu écris un texte, mais si tu dois synthétiser court, ben, en général, tu prends des raccourcis. Ça fait gagner du temps de prendre des raccourcis, mais ça prête à interprétation. Et comme je disais tout à l'heure, les trolls, ils se faufilent dans ces interprétations-là. Donc, ben, j'ai pris le pli de fermer la porte à ce genre de. C'est pas forcément du troll d'ailleurs, hein, c'est des fois des gens, ben, ils ont leur lecture d'un texte, un point de vue différent de la même scène va être interprété différemment. Je prends l'exemple de Don't Look Up, le film qui est sorti sur l'astéroïde qui vient se cracher, qui vient tuer toute la planète. Ben, il y en a qui ont pris ça au pied de la lettre, c'est juste un film de science-fiction. Il y en a qui ont pris ça par rapport aux problèmes de changement climatique. Il y en a qui ont pris ça par rapport aux problèmes de mondialisation.
pour moi, c'est plus ou moins tout englobé, tout, tout ce qui va pas bien dans notre planète et qu'on veut pas regarder en face ou que on ne sait pas regarder en face, tous ensemble. Moi, j'ai encore une fois ma vision systémique. Peut-être je me trompe, mais c'est tout le programme économique mondialiste, tout ça. Je sais pas comment mettre en place le monde de demain. Moi, je fais comme si chez moi dans mon coin. Et depuis que je fais comme si je fais semblant que ça marche. Ben, pour moi, ça marche. Ben, ça n'empêche pas les grosses usines de continuer d'émettre des polluants en tout genre, pas que des gaz à effet de serre. Ça n'empêche pas la mondialisation et la Covid de continuer de rendre des gens malades. Je ne trouve plus l'information si la Covid continue de tuer. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui doutaient en disant: ah ouais, le mec il est mort d'une crise cardiaque alors qu'il avait la Covid, donc on lui a dit il est mort de la Covid. Que peut-être s'il n'avait pas eu la Covid, il serait quand même mort d'une crise cardiaque. Voilà. Ça, c'est un peu les complotistes extrémistes. Moi-même au début, je doutais sur. Voilà, je doutais, j'étais pas certain. J'avais pas de certitude en disant ouais, c'est du complot. Mais j'étais pas certain que la Covid n'avait pas toujours été là. J'étais pas certain que le vaccin était. Bon, j'ai attendu un petit peu de temps d'avoir des chiffres, des retours statistiques, on va dire, des vaccins. C'est pas un vrai vaccin. C'est un vaccin, ça t'empêche de tomber malade à 90, 80, à très fort taux de réussite. Que là, c'est vaccin contre la Covid qu'on a pendu. Pasteur, lui, il cherchait à faire un vrai vaccin. Normalement, il faut vraiment 2 ans entre les tests cliniques, etc., faire valider et tout ça. Un vrai vaccin, ça prend 2 ans. Là, en un an, on a su nous sortir, je vais appeler ça des demi-vaccins. Ça limite, ça ralentit le fait de pouvoir choper la maladie. Si tu la chopes, ça ralentit le fait de pouvoir la transmettre. Ça ralentit le fait de pouvoir avoir des symptômes. Ça ralentit le fait du coup d'avoir des symptômes, d'en mourir. Donc c'est quand même bénéfique. Mais ça ralentit, ça n'annihile pas non plus. C'est pas comme le vaccin, on n'a pas éradiqué la variole, pareil qu'on éradiquera la Covid. A priori, moi, ça m'a tellement saoulé ces histoires que je suis plus trop. Bah, surtout que c'est principalement la télé qui donne des sources d'informations. Et bah, c'est pareil, je vous renvoie à ma petite vidéo réflexion au coin du feu numéro 1. Il y en aura peut-être d'autres. J'ai enregistré quelques heures de brûlage de bois, enfin quelques minutes de brûlage de bois pour éventuellement faire d'autres formats. Je sais pas si j'aurai l'occasion de refilmer en direct devant le feu, donc j'ai pris un petit stock d'images de feu de bois où je parle tout bas comme ça. Ça donne une autre ambiance, un petit peu plus calme, un petit peu plus. Voilà, c'est une chaîne d'essai, pas essai littéraire parce que je suis loin d'être un littéraire, mais voilà, philosophique. Voilà, c'est une chaîne où je partage. C'est une chaîne de partage, tout simplement. Voilà. Le terme essai littéraire, c'est mon fils aîné qui me l'a soufflé au coin de l'oreille. Je trouve pas ça déconnant en fait. Mais bon, je suis pas. Voilà, j'écris pas. Pas encore. Peut-être un jour il y aura un livre. Bah, si, j'écris. J'ai commencé un petit peu à synthétiser les formations que je donne en direct. Alors, j'aime pas les formations en vidéo. Les échanges ou faire des YouTube très souvent me disent ouais, créer un événement en vidéo machin direct payant. Le truc que j'aime bien partager, c'est utiliser les 5 sens. Et en vidéo il y a quelques sens qui fonctionnent pas bien quand même quoi. Si tu peux pas toucher la terre, tu peux pas sentir le compost, tu peux pas entendre aussi. Enfin, il y a des filtres, là je filme avec un téléphone portable, donc il y a des filtres anti-bruit. Donc ben, tu peux pas entendre le vent, tu peux pas forcément bien entendre les oiseaux, les animaux qui. Il y a des choses, voilà, il faut être sur le terrain pour le sentir, pour le voir, pour le toucher, pour goûter. Ça, les plantes sauvages, faut les sentir, faut les toucher parce que elles peuvent se ressembler entre eux. Les plantes sauvages, il y en a des bonnes, il y en a des mortelles. Et il y a tout le panel entre les deux. Il y en a des neutres qui n'apportent rien, qui ne sont pas dangereuses, mais voilà, elles n'apportent rien non plus. N'apportent rien. Niveau gustatif, niveau nutriments, pour nous, elles ne nous sont pas utiles.
Bah, juste des fois, bah, ça ajoute si, ça peut ajouter du volume dans l'estomac, donner une sensation de satiété. C'est, ouais, je préconise pas spécialement des trucs qui, bah, comme encore une fois, cultivés avec la lune. C'est pas nocif, ça peut pas faire de mal a priori. Mais pour moi, c'est se prendre la tête pour rien. Comme je disais, moi je fais mes semis une bonne fois pour toutes, tous les 15 jours. Quand tu cultives avec la lune, ben, il y a le jour feuille, jour fleur machin, c'est tous les jours, c'est le bordel dans ta maison au niveau des semis. Euh, Ça prend de la place, de laisser les terreaux, laisser les graines, laisser les machins, les bacs. Puis, ben, si tu veux faire une barquette avec des cultures associées, moi c'est ce que je fais là, les œillets que je plante en même temps que les tomates qui sont sortis plus tôt. Ben, justement, le but du jeu c'est d'avoir des fleurs avant d'avoir la plantule que je vais mettre dans la terre au mois de mai-juin quand il fera bon. Parce que ben, les associations de plantes, des fois, elles vont. Alors, j'ai différentes philosophies. Ouais, je crois que j'allais finir, mais en fait, moi, je vais partir sur un petit laïus. Sur les cultures des plantes, il y a des plantes martyrs. Les fèves, ça attire des pucerons. Alors, il faut savoir que le puceron qu'il y a sur les fèves n'empêche en rien d'avoir une production de légumes de fèves. Dans les plantes martyrs, j'ai les rosiers. J'ai des roses à cueillir des bouquets de fleurs. Alors, j'aime pas les fleurs coupées. Ma femme, oui, donc je fais l'effort de couper des fleurs pour avoir des beaux bouquets sur la table. Mais ma vision du monde, je trouve ça un peu macabre d'avoir un corps mort en décomposition sur une table. Un être vivant décapité qu'on laisse pourrir sur les pieds dans l'eau. Voilà, encore une fois, c'est ma vision. Ma femme, elle trouve ça joli. C'est vrai que c'est pas moche, mais je trouve ça, moi, de mon point de vue, un peu macabre. Encore une fois, je tolère complètement et je comprends. Et je le fais, tellement je suis tolérant, je le fais quand même. Pour ma femme, si ça fait plaisir, bah voilà, de toute façon, la plante finit toujours par faner, hein. Mais j'en laisse quand même arriver jusqu'aux graines et avoir les cynorhodants. Je ne les consomme pas encore, c'est plus sur l'aubépine à la limite, le poil à gratter, ou gratte-cul comme on l'appelle aussi. C'est pas mauvais. Il faut faire attention à pas se mettre les poils urticants là où il faut pas. Faut faire le tri. J'ai pas encore fait des transformations de ce truc-là. J'ai vu pas mal de recettes, je sais que ça existe, je l'ai dans un coin de ma tête. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc voilà, on n'a pas encore. Un jour, on testera, on essaiera. Donc dans les plantes martyres, j'ai ça, j'ai le sureau qui attire pas mal de pucerons. Après, je fais pousser de la capucine. Alors c'est pareil, c'est une plante qui va attirer des chenilles. Donc le papillon, en fait, quand il va arriver à côté du chou, si tu as la capucine qui est sur le chou, il va voir. On va reprendre depuis le début. Je fais pousser des choux et pas dessus, mais un peu plus loin, je fais pousser un tout petit peu plus loin la capucine. Quand le papillon il va arriver pour aller sur le chou pour pondre ses œufs, il va voir la capucine, il va aller dessus pour aller pondre ses œufs et la chenille va bouffer de la capucine. Moi-même, ça m'empêche pas d'avoir des récoltes de fleurs, de feuilles et de graines de capucine à manger et de graines à replanter pour l'année d'après. Si tu la colles trop près, donc c'est une culture associée mais associée à distance. Si tu la colles trop près, la chenille, rien n'empêchera la chenille de glisser du pied de ta capucine jusque sur ton chou et de faire des dégâts sur le chou. J'aurai quand même des choux à manger parce que j'en plante en grande quantité, mais plus j'en ai, mieux je me porte. Voilà. Je suis dans le partage, mais comme tout, hein, tout ce que j'ai pas acheté, c'est ça en plus dans mon porte-monnaie, même si c'est. Ouais, si c'est quelque part de la radinerie, ouais, si. Mais je suis radin et partageur en même temps. Tant que la chenille elle a à manger, qu'elle est contente, moi ça me va. Il faut qu'elle soit là parce que bah, elle va nourrir des oiseaux, voilà. Il faut qu'il y ait du vivant. Plus on a de vivant dans notre jardin différent, plus on a de biodiversité différente, plus ça va tirer de vie encore plus. Et la nature va équilibrer les choses. Bah, au début, les premières années, ouais, j'avais des limaces, mais ravage, rien récolté. J'ai rien mis comme produit. L'année d'après, j'ai eu des carabes, j'ai eu des oiseaux, j'ai eu des hérissons, parce que bah, c'est pas muré tout autour, donc les animaux, les hérissons parcourent énormément de distance, faut savoir la nuit. Et puis bah en fait, comme je suis l'un des rares dans mon quartier, non, on est deux, trois quand même dans la rue, à avoir un petit peu cette philosophie permaculture, faut mettre une étiquette, pour mettre une étiquette, culture naturelle on va dire.
mais à visée permanente. Donc, ouais, le mot permaculture, ça reste quand même le plus adapté, malgré tout ce qu'on peut voir et entendre sur les avis bien arrêtés sur la permaculture. Ah, il faut pas le plastique, il faut pas. Ah, c'est une philosophie. Chacun est libre de l'interpréter à sa sauce. Donc il y a ces plantes martyrs-là. Après, j'ai les plantes accompagnatrices. Donc par exemple, pousser le poireau et la carotte. L'odeur de la carotte va éloigner la mouche du poireau et l'odeur du poireau va éloigner la mouche de la carotte. Là, ça a plus une association de proximité. Le yédan, pareil, va perturber l'odorat. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui correspond, c'est très anthropocentré. Anthropos, l'homme, l'humain. C'est une vision très. Mais c'est comme ça que c'est interprété. Ça va perturber l'odorat des nuisibles, donc des limaces ou des trucs comme ça, des éventuelles petites bébêtes qui pourraient. Mais ils ont leur place, ils sont bienvenus chez moi, encore une fois. Je leur donne à manger à mes limaces. Plus j'ai de limaces et mieux mon jardin se porte. Parce qu'encore une fois, j'ai pris le temps de laisser la nature créer un équilibre. Plus j'ai de limaces, plus j'ai de caras, plus j'ai de hérissons. Et plus, je sais pas si j'ai des limaces il y a des limaces qui mangent d'autres limaces. Il y a des espèces comme ça, c'est une petite limace tigrée. Je l'ai jamais observé, mais peut-être qu'elle y est, parce que moi, je suis, c'est la première des choses à faire en permaculture, c'est l'observation. Et c'est vrai que je m'endors un peu sur mes acquis, c'est un truc que je prends encore le plaisir de. Là, je suis plus dans la contemplation que l'observation aujourd'hui. Quand je vois quelque chose, je suis content de le voir, mais je vais pas chercher à savoir si aujourd'hui, voilà, j'ai plus confiance, on va dire. Je m'endors peut-être sur mes acquis, hein, mais sur ma manière de faire, avec le retour d'expérience, j'ai confiance en ma méthode. Enfin voilà, donc ben encore une grosse vidéo, donc je pense que j'ai fait le tour là au niveau des associations de plantes, sur la philosophie. Après, j'ai pas à vous donner toutes les recettes, il y a tellement de plantes, tellement d'associations que je pratique. Éventuellement, ouais, un jour je partagerai j'ai un petit cahier de suivi tous les ans où je reprends en fait, mes planches de culture, je leur ai donné des petits noms. Il y a la planche vivier, il y a la planche jardinière, il y a la planche ratatouille, il y a la planche, alors c'est à peu près la même que la ratatouille, c'est les mêmes familles, mais c'est salsa latina. Où au lieu de mettre des tomates, je vais mettre des tomatillos, au lieu de mettre des poivrons, je vais mettre des piments, enfin voilà, c'est pour faire les associations pour faire les sauces un petit peu plus piquantes que de la ratatouille. Ou enfin voilà, c'est des plantes, c'est les mêmes fleurs qui vont les accompagner à côté. Donc voilà, c'est des petits mélanges. Un jour peut-être je partagerai, s'il y a beaucoup de demandes, si vous typez. S'il y a des gens qui viennent sur Utip, parce que ça prend du temps, mine de rien, de partager. Surtout là, je vois le temps défiler de la dernière reprise, ça fait déjà 55 minutes. Je sais que la première vidéo faisait déjà presque 45 minutes. La première partie avant que je coupe avec madame. Ben, si vous me suivez encore jusque-là, un grand merci pour votre patience et votre temps de cerveau parce que ben, ouais, je suis grand blablateur. Ça, c'est le. J'aurais peut-être dû commencer par là ma présentation. Voilà, bon, ben, en tout cas, encore une fois, un gros merci, des gros bisous. Faites attention à ce que vous mettez dans la tête, respectez-vous et à tantôt.